Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de Pax. J'ai réussi enfin à avoir une 7900 XTX. Alors cette fois-ci, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Asus qui me l'a confié. Donc c'est une modèle TUF custom en OC. Donc on va pouvoir parler de ce modèle-là parce que c'est le seul modèle que j'ai entre les mains. Donc déjà, merci à eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas dire ce qu'on pense. Vous connaissez déjà la chaîne forcément. Mais avant tout, je voulais quand même vous parler de ce format. On va quand même tout de suite parler des choses qui peuvent fâcher. Je vais vous prendre le cas de la fameuse 4080 qu'on jugeait tous trop grande. Voilà, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Donc malheureusement, on a un modèle qui est bigasse. Donc ce modèle va s'adresser uniquement pour deux situations. Première situation, ayez un grand boîtier. N'allez pas acheter un grand boîtier spécifiquement pour ce modèle-là parce qu'il y a des modèles custom d'autres fabricants qui seront beaucoup moins grandes, moins volumineuses. Je vous montre d'ailleurs entre le modèle custom et le modèle Founder ou Saphir ou d'une autre marque, vous verrez. Regardez un petit peu la différence de taille qu'on peut avoir. Donc, ça a été un choix délibéré de Asus de faire ce modèle-là. Donc, le gros avantage de ce modèle-là, forcément, c'est que la carte ne chauffe jamais. Ça, c'est certain. Et le deuxième avantage, c'est que elle ne fera pas beaucoup de bruit étant donné que les ventilos ne vont quasiment jamais se mettre à fond, juste uniquement dans les benches. Mais même en jeu, je n'ai jamais réussi à les mettre à fond. Donc, comme vous voyez, ça sera les avantages. Moi, je trouve ça trop grand. Ça a été quelque chose que j'ai reproché déjà dans les séries 4000. Je ne comprends pas, ils ont voulu reproduire ça sur ce modèle-là, alors que beaucoup d'autres fabricants ne l'ont pas fait. Donc, je ne comprends pas le choix qu'ils ont fait de mettre ce modèle de radiateur. Donc c'est pareil, on a une carte qui va toucher 400 watts en sachant qu'on va avoir un circuit de refroidissement dessus qui est digne d'un circuit pour pouvoir refroidir du 600 watts, inexplicable de la part d'Asus. Donc ça, ce n'est pas encore le modèle de chez Asus ROG. Donc j'espère que le modèle d'Asus ROG ne sera pas plus gros, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. En tout cas, le système de refroidissement, vous allez voir, je vais démonter la carte comme on a l'habitude de faire. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les entrailles de cette carte. C'est un système de refroidissement qui fonctionne forcément très bien, mais que je juge moi overkill. Donc le gros avantage encore de cette carte comparé, et ça ce sera pareil pour tous les autres modèles en 7000, c'est qu'on a du 8 pins. Alors cette carte fait du 3 x 8 pins, comme vous pouvez le voir ici. Sinon, la plupart des autres cartes seront en 2 x 8 pins. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on n'aura pas donc cette connexion dédiée qu'on peut avoir pour les cartes de chez Nvidia. Donc pour faire du câble custom, pour avoir une simplicité dans les câbles, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus simple en sachant que ça a déjà fait ses preuves depuis très très longtemps et qu'il n'y a jamais eu besoin de faire autre chose que ce système-là. Donc au moins ça c'est fait. L'un des gros avantages aussi de cette carte, c'est qu'on a une connexion pour vos écrans en 2.1, ce que n'a pas Nvidia. Donc on ne va pas perdre trop de temps, je vais faire une bonne conclusion derrière ça. Donc pour cela, je vais démonter la carte, on va voir un petit peu ce qu'elle a donc dans ses entrailles et ça commence maintenant. Là, on peut donc bien observer, vu du dessus, l'énorme circuit de refroidissement qui est mis en place. Donc l'un des gros avantages, effectivement, ça je le remercie toujours AMD, c'est d'avoir maintenu le système 8 pins. Donc là, il y a 3 fois 8 pins. Donc c'est le top par rapport à la connexion qu'on connaît de chez Nvidia, ne serait-ce que pour la simplicité du câble. Et si on veut faire un peu de câble custom, au moins là ça passe tout de suite, on sait de quoi on parle et ça fonctionne depuis des années. Donc on s'aperçoit quand même que la carte est énormissime, donc ça va obligatoirement apporter un côté très silencieux à cette carte. Nous allons maintenant la démonter. Je tiens aussi à rappeler que sur ce type de carte de chez TUF, on a un slot, donc un mode silence et un mode performance, donc un double BIOS. Donc il y a des cartes aussi qui seront forcément aussi moins chères, mais qui n'auront pas ce double BIOS, forcément. Alors, j'ai un pad qui vient de tomber. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la première fois que je vois une backplate esthétique de l'arrière. Donc, on a un effet laqué sur toute cette tranche-là. Donc, les pads sont de très bonne facture. On n'a pas du tout les mêmes pads qu'on peut avoir sur les 4080. Donc, je reconnais la couleur des pads. Donc, c'est les anciennes générations de pads.
Et souvenez-vous que justement sur les 3080, je félicitais quelque chose, c'était l'épaisseur de pad. En tout cas sur la partie arrière, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ça. On est sur une épaisseur de pad de 2,5 mm, soit 1 mm supplémentaire. Les pads sont par contre très bien mis en place. Alors maintenant j'insiste bien pour les pads, pour ceux qui n'avaient pas vu des vidéos de la chaîne auparavant, c'est parce qu'on a eu des cas de figure chez certains fabricants où c'était carrément jeté, ça ne recouvrait pas intégralement la VRAM, où il y avait carrément le plastique encore de protection dessus. Ok, donc ça on va pouvoir mettre ça de côté. Donc en termes de la backplate arrière, donc c'est très propre, ça reste de l'Asus, hein. On n'a pas du tout de sujet là-dessus. Donc on va commencer à enlever la griffe. Donc cette griffe là, pour rappel, c'est celle qui tient et qui sert le moyen de refroidissement, le cooling qui est là, au processeur. Tout se situe au niveau de cette griffe. C'est pour ça que cette griffe est toujours en pression. Et elle a aussi d'ailleurs des petits ressorts que je vais vous montrer. Mais ça, c'est quasiment toutes les cartes. On peut les voir ici. C'est des petits ressorts. Voilà. On a les prises ici pour les RGB et pour les fans. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on s'aperçoit tout de suite, justement, souvenez-vous des pads, je vous ai dit que c'est la deuxième génération. Je vois tout de suite, vous voyez, on n'a pas du tout la même couleur. Là, on est sur les pads d'ancienne génération, donc les gris foncés, ceux que je connaissais auparavant. Et là, on est sur les mêmes modèles que j'ai vu, par exemple, sur la 4080, donc beaucoup plus blanche, et ce n'est pas du tout la même texture. D'accord, donc on va analyser tout de suite, passer les pads avant de passer à autre chose pendant qu'on est dessus. Donc on n'a pas une chambre à vapeur, on a une plaque de refroidissement. Donc contrairement à la 4080, 4090 qui ont une chambre à vapeur, là c'est juste donc une plate. Donc en termes d'épaisseur, les épaisseurs que je vois ici m'ont l'air relativement minces pour ce qui est phase d'alimentation et MOSFET. Voilà. Afin de prendre son épaisseur. D'accord. Ok. Donc on a du 1,22, comme elles ont été compressées, ça représente du 1,5. Donc ça, c'est très bien. Par contre, je peux déjà vous dire qu'en termes de VRAM, ça va pas du tout être le même sujet. On voit bien que c'est vraiment déjà une autre épaisseur. On peut le voir ici. Donc on va mesurer ça. Donc c'est du 2,17 compressé, donc en gros on est à 2,5. Donc on a 1 mm supplémentaire, c'est-à-dire que ce qu'avait fait sur ROG, alors attention, là on n'est pas sur une ROG, bien entendu, on est sur un modèle TUF. Donc sur ce modèle TUF, les moyens de refroidissement sont plus éloignés d'1 mm que des moyens chauffants par rapport au modèle Strix, mais attention aussi du modèle 480, on est bien d'accord. Donc là, on voit bien cette différence-là. En termes donc de refroidissement général, bon, ça va être un refroidissement général par rapport forcément à la dépense énergétique. Si vous arrivez à avoir 400 watts, vous êtes déjà champion. Donc là, on a un gros système de refroidissement que je peux évaluer aussi aux alentours de 600 watts pour une dissipation de 600 watts. Donc on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caloducs. Donc on voit bien les arrivées des caloducs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de ce côté-là, j'en vois 3. Donc sur les 7, il y en a 3 qui vont se retourner et qui vont finir ici. Tout simplement. On s'aperçoit aussi lorsqu'on va mettre donc la backplate. Donc, et par rapport à la taille du PCB, que le PCB va aller jusqu'à ici. Donc on a toute cette zone là où le PCB ne va pas jusqu'à l'extrémité. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que du fait qu'ici il y a un trou, tout simplement, un percement, que le ventilateur va tout simplement, c'est là où il va être le plus efficace, parce qu'il va pouvoir traverser donc le moyen de refroidissement par une ligne droite, alors que les autres ventilateurs qui vont être là, pour pouvoir extraire l'air, pousser l'air, ça va être vers le haut ou vers le bas, comme ça, tout simplement. Bon, c'est quelque chose d'assez classique, mais par contre, on s'aperçoit qu'on voit de plus en plus ça, surtout au niveau des séries de chez
Nvidia où le PCB est encore beaucoup plus court. Ok, ensuite on va parler un petit peu du circuit imprimé, qu'est-ce qu'on peut voir dessus. Donc sur ce circuit imprimé, je vois combien de phases d'alimentation et de MOSFET. On va coter les MOSFET parce qu'il y en aura autant par rapport aux phases d'alimentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc une à 21. Il faut savoir qu'il doit en avoir 3 dédiés uniquement pour la mémoire de tension. Parce qu'elle fonctionne en triphasé. Donc du coup, il va nous en rester 18 uniquement pour tout ce système-là. Donc processeur et VRAM, en sachant que de mémoire, par rapport au modèle Founder, je crois qu'il n'y en a que 17. Donc il y a une phase d'alimentation supplémentaire et un MOSFET supplémentaire. Tout simplement parce que c'est un modèle OC. On voit ici d'ailleurs qu'on n'a pas une double alimentation mais une triple alimentation. Mais on va revenir aussi au moment de la conclusion. Cette carte est faite pour déployer beaucoup plus de watts que ce qu'elle nous accorde aujourd'hui. Donc on a encore une fois un sujet dans le BIOS, soit AMD a donné les consignes, il faut savoir que c'est quand même AMD qui donne les consignes donc aux autres fabricants, que ce soit MSI, que ce soit Asus ou que ce soit Aorus ou tous les autres fabricants, de bien valider les BIOS. Et donc du coup, soit elle aura été trop énergivore, et si elle avait été trop énergivore, peut-être que vu ce qui se passe en ce moment, sur toutes les économies qu'on fait, où on nous demande de faire sur l'énergie, peut-être que c'était moins justifiable. Mais il y a quelque chose qui doit tourner autour de ce sens-là. Parce que quand vous voyez le système de refroidissement, encore une fois, qui est censé aller jusqu'à 600 watts, et quand vous voyez qu'en plus, on a une phase d'alimentation, il y a un MOSFET supplémentaire, et qu'on est ici avec donc 3 fois 8 pins, on a clairement un sujet au niveau du BIOS. Cette carte est bridée, c'est certain. Le gros avantage aujourd'hui d'avoir ce système de refroidissement, ça va être on va dire le presque 0 dB, parce que les ventilateurs vont rarement être à fond obligatoirement. Vu le système de refroidissement qu'on a dessus, ça va tout de suite être efficace, même limite en passif. Lorsque vous faites juste de l'affichage de la vidéo, le passif devrait largement suffire. Donc, mais quand vous allez être en game pendant des heures, ça m'étonnerait que vous allez avoir les ventilos à fond. Clairement pas, sauf si vous faites du bench. Donc le système de refroidissement est très bon, de très bonne facture. On s'en rend compte toujours, mais on est sur de la gamme quand même Asus. Même qu'on ne soit pas sur du ROG, on reste quand même sur de la TUF. J'ai toujours conseillé de la TUF en termes de produits, donc ça fonctionne bien. Mais ça reste quand même overkill par rapport à la consommation de la carte aujourd'hui. Les défauts que je vais lui reprocher tout de suite, c'est que contrairement à ce qu'ils ont fait sur les RTX, on s'aperçoit que le système chauffant s'est éloigné de 1 mm par rapport au RTX. Donc ça, je trouve ça bien dommage. Je ne comprends pas aussi des pads aussi épais derrière, et pourquoi avoir mis des pads de première génération et de deuxième génération sur la même carte. C'est incompréhensible pour moi. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'Asus m'a confié la carte que je n'ai pas à dire ce que j'ai à dire. En termes de processeur, de pâte thermique, maintenant on s'aperçoit, on peut le voir ici, la pâte thermique est vraiment très fraîche, très fluide. On n'a pas du tout ce qu'on a pu avoir sur de l'Intel, qui elle était carrément déjà en mode poudre. Donc c'est pour vous dire un petit peu la donne. Effectivement, cette carte était un peu plus fraîche aussi, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus récente. Mais la carte que j'ai eue aussi, que j'ai achetée cette fois-ci par contre, de chez Intel, elle venait aussi juste de sortir. Même si elle était stockée pendant 3 ou 4 mois, elle n'était pas censée faire ça, surtout n'ayant jamais chauffé auparavant. Donc la pose des pads sont par contre très propres, là il n'y a pas du tout à dire, j'insiste bien, j'en ai déjà parlé auparavant, j'insiste maintenant, c'est quelque chose que je regarderai à chaque fois. La qualité du PCB, la qualité des soudures sont irréprochables. Donc je peux essayer de vous le montrer, j'espère que ça fera le point, mais c'est clairement irréprochable. C'est très propre. Voilà, donc on va pouvoir maintenant remonter un petit peu toute cette carte et on va maintenant pouvoir la bencher, voir ce qu'elle a vraiment dans les tripes. Donc vous avez vu une construction relativement très propre, très soignée. Alors par contre, c'est un modèle qui est très gros, aussi gros que celle-ci, mais je vous garantis qu'entre les deux, il y a au moins 1 kg de différence. C'est-à-dire que cette carte a le même volume, mais beaucoup plus légère. On s'est aperçu lors du démontage qu'il n'y avait pas de chambre à vapeur. En même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de nécessité. C'est aussi du poids en moins forcément là-dessus. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'elle donne dans les jeux, et ça, c'est maintenant.
pour les jeux, je vais vous les exprimer en pourcentage. Si vous voulez voir exactement les FPS, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Vous m'aviez dit que ça paraissait plus limpide ainsi, donc on va continuer. Donc par rapport à la 6950 XT, on a plus 47%. Par rapport à la 4080, plus 5%. Et moins 7% par rapport à la 4090, tout ça en 1440p bien sûr. En 4K, plus 42% par rapport à la 6950 XT. Plus 0,1% par rapport à la 4080 et moins 5% par rapport à la 4090. Ensuite sur Hitman, donc j'ai plus 16% par rapport à son ancienne génération, la 6950 XT, plus 14% par rapport à la 4080 et plus 9% par rapport à la 4090. Et oui, au-dessus, on est bien d'accord, j'ai des perfs supérieurs. Je pense qu'il y a un petit problème sur ce jeu-là, en tout cas chez moi. Ensuite, en 4K, donc j'ai plus 18% par rapport à la 6950 XT, plus 4% par rapport à la 4080 et moins 8% par rapport à la 4090. Ensuite, The Witcher 3, donc plus 38% par rapport à la 6950 XT, plus 3% par rapport à la 4080 et moins 17% pour la 4090 en 1440p. Et maintenant en 4K, plus 54%, c'est énorme, c'est-à-dire plus du double par rapport à la 6950 XT. Ensuite, plus 5% par rapport à la 4080 et moins 16% par rapport à la 4090. Ensuite, sur Shadow of Tomb Raider, donc c'est un jeu qui est un petit peu optimisé, on va le dire, vers Nvidia. Donc, on a plus 18% par rapport à la 6950 XT, plus 0,1%, donc exactement la même chose, on a une frame d'écart par rapport à la 4080. Ensuite, moins 10% par rapport à la 4090. En 4K, donc 32% par rapport à la 6950 XT, 0%, le même nombre de frames par rapport à la 4080. Je vous rappelle que ce jeu-là fonctionne très bien sur Nvidia. Ensuite, moins 19% pour la 4090. Overwatch 2, plus 15% par rapport à la 6950 XT, plus 6% par rapport à la 4080, moins 7% par rapport à la 4090. Et en 4K, plus 35% pour la 6950 XT, plus 4% pour la 480 et moins 17% par rapport à la 4090. Ensuite sur Odyssey en 1440p, plus 25% par rapport à la 6950 XT, plus 7% par rapport à la 4080 et moins 15% par rapport à la 4090. En 4K, plus 24% par rapport à la 6950 XT, plus 5 pour la 480 et moins 7 par rapport à la 490. Et sur Valhalla, donc plus 19% en 1440p pour la 6950 XT. Et on a encore plus 6% par rapport à la 480 et moins 10% par rapport à la 490. Et en 4K, plus 18% sur la 6950 XT, plus 2% par rapport à la 480 et moins 9% par rapport à la 490. Ce qui va nous donner une moyenne de jeu en gros. Donc la 6950 XT est supérieure à 33% par rapport à la 6950 XT, plus 4% par rapport à la 4080 et moins 13% par rapport à la 4090. Et nous allons maintenant parler de consommation et c'est maintenant. Alors c'est la moyenne de consommation que j'ai réussi à avoir dans les jeux en 4K. Donc elle se retrouve vraiment entre la 480 et la 490. Mais très très proche, c'est-à-dire plus 3% par rapport à la 480 et elle dépense moins 2% par rapport à la 490. Donc vous voyez en consommation, c'est pas non plus quelque chose de dingue, elle est assez proche finalement aussi d'une 4080 et assez proche aussi d'une 4090. Donc pour résumer, en termes de jeu, on a une 4080 entre les mains. Donc aussi dans les jeux, bien entendu, j'ai tout fait mes jeux en rasterisation comme on a l'habitude de faire, mais du coup en rasterisation sans aucune technologie associée. La puissance brute de cette machine, elle équivaut à une 4080 plus 4%. Pour moi, excusez-moi, mais c'est la même. Je m'attendais à un décollage vraiment supérieur que ça. Donc soit ils vont nous modifier le BIOS, soit c'est les drivers, ou soit ça va être une petite déception. On va juste se réconforter par rapport au prix, parce que finalement, on va toucher ces cartes moins chères que les 4080. Donc ça va être quand même quelque chose qui est décisif. C'est bien entendu le prix. Je reste quand même enthousiaste que AMD ne s'est pas fait aussi balader par Nvidia non plus. On est bien d'accord, on est sur une équivalence d'une 4080. On n'est pas moins non plus, on est légèrement plus. Je me suis aperçu aussi quelque chose que j'avais entendu parler et j'ai été très surpris, je n'y croyais pas. Cette carte, ou en tout cas plutôt les AMD, donc les séries 7000, aujourd'hui 7900, on a un problème. Dès que vous branchez deux écrans, vous avez une consommation de 100 watts sur la carte. Incroyable, 100 watts sur la carte dès que vous branchez deux écrans. Donc ça, c'est un gros
point négatif que je trouve, parce que forcément, on est de plus en plus de personnes à avoir 1, 2, 3 screens. Donc, pour avoir 100 watts déjà sur 2 screens, je trouve que c'est abusé. Donc, on a un peu un problème là-dessus. Donc, bien entendu, on est sur les toutes premières versions du driver. Donc, il y aura certainement de l'amélioration dans les semaines à venir. Souhaitons-le nous. Ensuite, j'ai été aussi déçu, à beaucoup de déceptions. Je vous avoue que là, il y a beaucoup de déceptions. Ce n'est pas au sujet de TUF et d'Asus, c'est aussi, surtout, au sujet de AMD. Parce que tout simplement, ce qu'ils ont annoncé dans leur keynote, je ne l'ai pas du tout retrouvé. 1,5 fois plus de performance par rapport à la consommation de l'ancienne génération. Pas du tout, je n'ai pas réussi à avoir à aucun moment ce rendement-là. Donc je suis vraiment déçu. À chaque fois que AMD faisait des keynotes, ils étaient très stricts et on pouvait retrouver exactement les mêmes résultats derrière. Et là non, ils nous ont fait une Nvidiade, clairement. C'est-à-dire que Nvidia ont tendance à rajouter, vous en avez bien vu la dernière fois quand j'ai fait mes benches, je disais que la 4090 était 4 fois plus puissante qu'une 3090 alors que pas du tout, elle n'est pas du tout 4 fois plus puissante. Donc on avait l'habitude du côté Nvidia d'avoir ce genre de spéculation qui n'avait jamais été tenue, alors que là, cette fois-ci, AMD nous a fait la même chose. Je suis vraiment déçu, je vous avoue que j'avais beaucoup de hype autour de cette carte, mais du coup, on les a pas, donc un peu déçu à ce sujet-là. D'ailleurs, je suis assez content sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les prix des fondeurs de chez Nvidia ont descendu. Enfin, c'est historique, c'est-à-dire que à peine 2 mois après leur sortie, déjà les cartes ont descendu en prix. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas assez vendu. Souvenez-vous la dernière vidéo que je vous avais mis, je vous avais dit si on continue à acheter ces genres de cartes, c'est qu'on valide leur prix et que bientôt, pour les générations suivantes, on aura encore des prix supérieurs. Eh bien, très bien, on a hyper bien joué. Il y a eu beaucoup de ventes des 3000 encore qui se sont faites. Il y a eu beaucoup de gens qui ont attendu et en plus, ils savaient que ce type de carte de chez AMD allait sortir. Donc, ils ont descendu leur prix et c'est historique. Il est possible qu'ils descendent encore leur prix. Sachez-le. Ça, c'était petite intervention pour Nvidia. Je suis vraiment content là-dessus. Maintenant, on va quand même parler prix. Je n'ai pas le prix de cette carte parce qu'elle n'est pas encore sortie. Donc, c'est une avant-première. Donc, merci encore de me l'avoir envoyé, bien entendu. Mais sur les premiers prix que j'ai vus sortir, sur les XTX et sur les XT, je trouve que les prix sont relativement corrects. On peut comparer cette carte aujourd'hui à une 4080 plus 5% en moyenne, donc on va dire une bonne 4080. Et il ne faut pas me dire oui, mais moi je peux hausser ma 4080. Oui, cette carte aussi, elle peut se hausser. On va parler d'ailleurs de hausser derrière sur cette carte, est-ce que j'ai réussi à avoir aussi comme résultat. Mais vous avez pu voir que dans les benches, finalement, on est au prix d'une 4080. Mais finalement, vous avez pu voir les résultats que j'ai eu dans mes benches, on est légèrement au-dessus d'une 4080. Donc, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est-à-dire que si c'est pour tout simplement être dans le monde du gaming, aujourd'hui par rapport aux performances et au prix, il vaut mieux aller taper chez AMD, c'est clair, surtout pour ceux qui veulent faire attention à leur portefeuille. Et le côté un peu moins agréable, c'est que forcément, si on veut taper un peu dans les logiciels professionnels, étant donné que beaucoup de licences professionnelles ne fonctionnent qu'avec des Core CUDA ou ne fonctionnent qu'avec des technologies de chez Nvidia, du coup, cette carte n'est pas faite pour les professionnels. Il y aura quelques softs, bien entendu, qui fonctionneront dessus. Mais la moyenne des softs professionnels, eux ne fonctionneront qu'avec des technologies de chez Nvidia. Et donc, de là, il va falloir vraiment s'orienter sur de l'Nvidia si on reste vraiment professionnel. Mais si on veut rester dans le gaming et qu'on a les moyens d'acheter ce type de carte qui a un petit peu plus de 1000 € quand même, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se l'acheter, il vaut mieux quand même s'orienter sur ce type de carte qu'une 4080 parce que déjà d'une, on a plus de performance et de deux, elle est moins chère. Donc en soi, ça fonctionne très bien. J'ai fait quelques essais en ray tracing. Malheureusement, en ray tracing, elle fonctionne moins bien. C'est tout à fait logique, ce n'est pas spécialement leur spécialité, le ray tracing. Dans ce cas-là, il va falloir quand même bien mesurer si le ray tracing a une part bien importante chez vous par rapport au delta de prix que propose cette carte comparée à la Nvidia. Ça va être quelque chose qui va être très important. Nous allons maintenant parler un petit peu d'overclocking. L'overclocking que j'ai réussi à avoir avec cette carte n'a pas été dingue. Je suis allé aux alentours de 5-6% grand max. Elle crachait au bout d'un moment, donc elle ne les tenait pas. Et c'est là où je suis un peu perplexe sur son BIOS. Quand je vois toutes les phases d'alimentation qu'a cette carte aujourd'hui, je me dis il y a quelque chose qui hic, aussi bien que j'avais dit sur les Nvidia. J'ai l'impression que le BIOS a dû être modifié au dernier moment, où ils n'ont pas été tout de suite frangeux sur le BIOS par rapport à tout ce qui est économie d'énergie et comment on nous parle d'économie d'énergie tous les jours.
cette carte sur le papier par rapport à ce qu'elle embarque, elle est censée faire plus que ça et elle ne les fait pas, on ne les atteint pas. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi? Il n'y a qu'eux qui ont la solution, mais je peux vous garantir que cette carte embarque de quoi faire plus que ce qu'elle m'a montré moi dans mes benches. Je pensais vraiment que le modèle juste XT allait être l'équivalent de la 4080 et je pensais que le modèle XTX comme celle-ci allait s'approcher très fortement de la 4090 et là non, c'en est rien. Vraiment, on est très loin d'une 4090. Bon, en soi, c'est pas le même prix, mais c'est là où on les attendait en fait. AMD a toujours été outsider et présentait toujours des prix inférieurs par rapport à leur potentiel. Et là, du coup, je suis un peu plus froid. Je m'attendais vraiment que la XTX allait envoyer beaucoup plus du lourd, clairement. Cette façon de parler, c'est vraiment ça. Je m'attendais vraiment qu'elle décoiffe beaucoup plus la 4080, alors que là, on est avec une moyenne de 5% de perf supérieure à une 4080, en sachant que du coup, si vous prenez un modèle juste XT, vous êtes vraiment en dessous. Mais en soi, comparé à la 6950 qui était leur ancien fer de lance, oui, il y a eu un gros saut générationnel. Mais on s'attendait à beaucoup plus. Il suffisait d'écouter leur keynote, on s'attendait vraiment à beaucoup plus. Donc soit il y a eu un changement de fusil d'épaule, un changement de direction et ils ont touché à leur BIOS au dernier moment. Et pour moi, ça me paraît quasiment évident. Cette carte est bridée. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des instabilités et qu'ils voulaient sortir leur carte en temps et en heure? C'est possible. Et en soi, à ce moment-là, peut-être qu'un futur BIOS ou des bons drivers pourraient rattraper tout ça. Mais je spécule, mais j'y crois fortement. Mais vous savez qu'à chaque fois que j'ai spéculé ces mois derniers sur les cartes, et finalement, c'est arrivé. Donc, il y a beaucoup de chances pour que ça y arrive. Donc, pour cette carte-là, je vous dis, c'est une très très bonne carte, sauf que ma hype a un petit peu descendu et en termes de qualité-prix, elle est là et j'insiste bien, on parle bien des prix qui sont déjà affichés dans le commerce. Le prix de cette carte, je ne vais pas vous la donner, je ne l'ai pas. J'ai peut-être une idée, mais je ne préfère pas la donner étant donné qu'elle n'est pas encore dans le commerce. Et ce qu'on va voir dans le commerce va dépendre tout simplement de la marge du grossiste et de la marge du revendeur. Je vous rappelle qu'en fait que les fabricants ne vendent pas directement aux boutiques comme LDLC. Les fabricants vont revendre à des grossistes qui vont acheter ça en gros et ces grossistes derrière vont prendre leur marge et vont revendre à du Cdiscount, à du LDLC, ce genre de choses qui eux derrière vont prendre encore une marge. Donc ça va être du cumul de marge, donc je ne saurais pas à combien vraiment va revenir cette carte, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce que je pense de cette teuf en dehors de l'AMD? Je pense que cette teuf est une très belle machine, le système de refroidissement est complètement dingue, mais overkill finalement. Je vais payer quelque chose que je ne vais pas encore une fois me servir. Les matériaux qui sont dedans sont de très très bonne facture, tout est de très très bonne facture, c'est une très bonne carte. J'ai toujours conseillé la gamme TUF parce que TUF en termes de qualité-prix ça fonctionne très très bien. Maintenant je vous dis, il y a un truc qui me déçoit, c'est qu'ils ont pris la direction de faire une carte complètement énorme en sachant qu'il n'y a pas du tout besoin. Aussi bien sur les RTX, la fondeur elle est énorme, donc les customs étaient énormes, donc il y avait quelque chose qui pouvait se suivre, il y avait une certaine logique. Maintenant, la problématique c'est que leur fondeur est toute mince, toute petite, je vous la remonte. Pourquoi on a été sur cette direction-là? Je ne le comprends pas. Sachez que tout ce moyen de refroidissement, vous allez le payer. Donc ça va être le reproche effectivement que je vais faire sur ce modèle-là. Mais comme je vous le dis aussi, c'est un modèle ultra qualitatif. Je n'ai pas encore essayé le modèle XT. J'espère vous la présenter assez rapidement pour avoir des bons comparatifs. Mais préparez-vous bien, c'est sûr et certain. Elle va être largement en dessous d'une 4080. C'est certain. Et vous avez remarqué combien de gigas de VRAM ça embarque? C'est juste monstrueux. Donc la VRAM, soit ça va être vraiment pour faire de la VR, mais normalement autant de VRAM, ça va être vraiment pour faire du logiciel pro, donc de l'applicatif. Et là, du coup, du fait que AMD ne soit pas aussi compatible que Nvidia au niveau des softwares professionnels, il va avoir du coup un problème, c'est que beaucoup de gens vont acheter de la VRAM qu'ils n'utiliseront jamais. Et voilà les amis, donc c'est l'avis de l'atelier, bien entendu. C'est aussi l'avis que je porte sur cette génération des 7000 de chez AMD, ça c'est très important. Et aussi, vous avez mon avis sur cette carte, donc la carte de chez TUF, de chez Asus, le modèle XTX OC, bien entendu. L'un des gros avantages, je vous l'ai déjà dit aussi sur ce type de modèle, c'est d'avoir un double BIOS. Donc, il y a un BIOS
qui est le mode silence. Mais je peux vous garantir qu'avec ce système de refroidissement, vous pouvez le mettre tout de suite en performance. Vous n'allez pas entendre grand chose qui va vous nuire dans votre bureau. Il n'y aura pas du tout de sujet là-dessus. Le système est vraiment overkill. Est-ce que je conseille cette carte de chez TUF? Ça va dépendre tout simplement de son prix de sortie. Si on a au moins 200 € ou 300 € moins cher qu'une 4080 à modèle égal, c'est-à-dire TUF, je vous la conseille largement, oui, bien entendu. Mais attention, n'allez pas changer de boîtier pour pouvoir mettre cette carte à l'intérieur. Je ne vous le conseille bien entendu pas du tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne loupez pas surtout la vidéo de la semaine prochaine, elle va être très importante. C'est une vidéo que je prépare depuis 1 an maintenant. Ça a été une vidéo qui a été mise en secret depuis vraiment longtemps maintenant. Elle est censée sortir la semaine prochaine, vous verrez. C'est une grosse vidéo et vous allez voir que sur cette vidéo, il va y avoir exactement 50 personnes heureuses. J'en dis pas plus, suivez bien, activez bien la cloche de notification pour ne pas louper cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit abonnement. C'est toujours bon pour le référencement de la chaîne auprès de YouTube. Donc je vous dis maintenant à très vite et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!